Merci, madame, messieurs, d'être au rendez-vous de votre magazine Info 7. L'actualité est décortiquée sur ces plateaux avec une personne que vous connaissez certainement. Lui, c'est Patrick Eyalé, il est éditorialiste. Bonjour. Bonjour Noéla. Bienvenue, une fois de plus. Merci, c'est un réel plaisir de me retrouver encore sur ce prestigieux plateau. Merci. Madame, Monsieur, vous savez très bien que l'actualité est ennuyeuse. Nous allons en parler au cours de ce magazine, notamment de ce dossier découverte dans la résidence de John Numbi. Il y a également les révélations de Hackage. Il y a les dossiers de la société Datco. Voilà, il y a également eu un sit-in de vendeurs des surgelés dans la capitale de la République démocratique du Congo. Voilà les dossiers que nous allons aborder avec notre invité. Patrick Eyalé, encore une polémique autour des éditorialistes. Vous en connaissez quelque chose? Non, ça c'est des polémiques à 2 balles, à 2 francs. Comment ça? Non, on m'a fait parvenir une petite vidéo où un monsieur semblait se mêler les pinceaux en essayant d'expliquer quelque chose dont visiblement il n'a aucune idée, il n'a... Voyez-vous, la culture générale, la connaissance, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. La prétention de connaître peut être donnée à tout le monde. Mais la connaissance, qui est une volonté de l'apprenant, n'est pas donnée à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux expliquer au monsieur qui s'est farfouillé en essayant de donner une explication alambiquée d'un concept qu'il ne maîtrise absolument pas. L'éditorialiste, au jour d'aujourd'hui, est une casquette qui va au-delà même du journaliste. Il ne faut pas rester dans des concepts moyenâgeux où à l'époque, l'éditorialiste portait l'opinion de la rédaction. Mais au jour d'aujourd'hui, ce concept a évolué. Autant que le métier du journaliste. Il faut que les gens apprennent à faire des mises à jour. Il y a un monsieur qui sera probablement candidat en France pour les élections de mai 2022. Un monsieur, je ne partage pas ses idées, mais j'aime sa pertinence. J'aime sa façon d'argumenter. C'est monsieur Zemmour. C'est l'un des éditorialistes le plus connus en France. Ce monsieur ne travaille pas dans un journal, mais il a sa propre mission face à l'info, animée par la présentatrice Christine Kelly, où ce monsieur défend ses idées, donne son idée de la France, donne les convictions qui sont siennes. Le camp de Macron a jugé que ce monsieur était même dangereux pour son élection, parce que les idées qu'il véhiculait, qui sont évidemment opposés aux idées de Macron, prenaient de plus en plus de l'espace. Ça veut dire l'éditorialiste, comme je le dis, n'est pas qu'un journaliste. Il peut être professeur, il peut être historien. Il peut être de n'importe quel domaine. N'importe quel domaine. Mais c'est quelqu'un qui a des idées, des convictions et qu'il porte à la place publique. À travers une émission, à travers une tribune. Donc, ce gentil garçon à qui on a voulu faire chose de dire, s'il a des doutes, je peux lui fournir une documentation. S'il a encore des doutes, je l'ai invité à une émission contradictoire où on aura suffisamment du temps, où je veux lui montrer les béabas. Moi, s'il vous plaît, permettez, si je veux que j'entre dans cette polémique, le premier article que je rédige sur 1994, j'étais pigiste au magazine Téléthon Libre, qui était abrité à l'hôtel Memling, sous l'encadrement de monsieur monsieur Bona. Donc, il y a ces polémiques que les personnes avec qui... C'est aussi une liberté, non? Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à vos convictions? Non, 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 non. Il y a une différence. Je ne demande pas à quelqu'un, à un groupe de gens d'adhérer à mes convictions. Mais je demande simplement un minimum de respect. Un minimum de respect. Vous ne venez pas dans un plateau donner une définition en vous référant à ce que moi j'ai donné comme définition de ce qu'est l'éditorialiste. C'est ce qui vous a frustré? Ça ne m'a pas frustré, ça m'a fait rigoler. Ah, ça t'a fait rigoler. Parce que ça a étalé
J'allais être indélicat, mais bon. Ça a seulement montré qu'il a du chemin à faire. Voilà, on parle d'autre chose. Nous avons tous suivi. Les 4 jours sont passés en ce qui concerne l'examen d'État de cette année, édition 2020-2021. Mais il y a une question qui a quand même attiré l'attention de plus d'un Congolais. Vous connaissez très bien. On retrouve la question relative au secrétaire général du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Comment vous avez accueilli cette question qui a fait parler plus d'un? Bon, j'étais déconnecté parce que j'avais un souci avec mon téléphone qui était tombé en panne. J'étais pas au fait de l'actualité. Et quand il a fallu que je passe à une émission, j'ai appelé un ami que je salue, Beledou, qui est passé aussi à Congo, pour lui demander quelles sont les dernières nouvelles de l'actualité. Il m'a brossé un peu la situation. Il m'a dit, ah, on a aussi, il y a un sujet qui fait débat. On a posé aux élèves de la 6e, qui passaient le bac, de savoir qui était le secrétaire général de l'UDPS. On a cité Kabouya, ça fait grand tollé sur les réseaux sociaux. C'était à la une ce jour-là. J'ai vite fait de prendre mon téléphone et j'ai lu les messages, j'ai lu les... Je dis waouh, waouh. Mais ce qui m'a surpris, c'est que quelques instants après, il y a encore, on a mis à la place publique d'autres questions relatives plutôt à d'autres leaders politiques. Entre autres, il y avait une question trait à Moïse Katumbi et trait à Mouzitou. Je me suis... Et là, on a observé un silence radio. Il n'y a que la tête de Kabouya qui était dans les viseurs. Hein? Vous me sortez les mots de la bouche. Je me suis demandé si les personnes qui sont montées au créneau l'ont fait à cause du nom, à cause de la tête, à cause du parti. Parce que mutatis mutandis, on devait aussi avoir cette indignation. Parce que question relative à d'autres leaders politiques. Mais voilà, on a constaté un 2 poids 2 mesures entre le tollé qu'il y a eu. Quand on a eu connaissance qu'il y a une question qui a été posée, la question peut avoir été mal élaborée. Mais les gens ne se sont pas apaisantis sur le fait que la question était mal élaborée. Les gens ont soulevé, ont mis le doigt sur le curseur en disant pourquoi on doit retrouver le nom de Kabouya dans un item. Mais les gens ne se sont pas indignés qu'il y ait eu le nom de Katumbi, de Mouzitou, et de qui sais-je encore. Et encore, on parle de culture générale. C'est-à-dire, on pouvait même poser la question, quel est le vrai nom de Kofi Olomide? Parce que ça relève de la culture générale. Donc, généralement, quand on indexe les personnes qui sont montées au créneau, en disant que vous agissez plus à travers un sentiment que vous refusez d'assumer, qui est assimilable à de l'antipathie. Non, vous n'avez que ce mot à la bouche. Mais quand les preuves sont aussi patentes, vous savez, il y a de ces sentiments qui sont difficiles à cacher. Quand vous avez de l'aversion pour quelqu'un, vous pouvez beau les cacher, mais ça finit par apparaître en pleine surface. Et ce sujet a été une occasion, encore une énième occasion. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est caché face à cette attitude, ces comportements, le comportement de ces personnes qui sont montées au créneau? Mais ce qui a suivi entre leur brouhaha et leur silence assourdissant, il ne s'est pas passé 2 jours. Hein. C'était dans la même journée. C'était dans la même journée. Après, ils ont commencé à sortir des justificatifs. Non, lui, non. Il faut Est-ce que Kabouya gêne certaines personnes? Vous savez, Kabouya, il est critiquable sur bien de sujets. Il m'arrive souvent de le critiquer. Quand il fait parfois ses matinées politiques. Ses sorties en public. Là. Je ne suis pas d'accord avec lui sur bien de sujets. Mais il ne faut pas, pour un rien, parce que simplement Kabouya vous inconforte, pour un rien, vous mettre dans les états où on a vu les gens se mettre
parce que son nom a figuré dans Les items. dans les items. Voilà, madame, monsieur, prenons ce premier dossier de cette rétrospective de la semaine. Les 4 mesures urgentes relatives au transport des produits pétroliers d'une province à une autre en RDC, prises par les numéro 1 des hydrocarbures Didier Boudimbou, a pour objectif d'assainir et d'améliorer les fonctionnements du programme des marquages moléculaires des produits pétroliers. Cette interdiction des transports des produits pétroliers dans le fût et bidon d'une province à une autre, ainsi que celle de la circulation des camions-citernes sans mention de son établissement, servira à la sécurité des produits pétroliers. Des personnes et autres marchandises ou d'autres objets ne doivent plus être attachés derrière les citernes renfermant les produits pétroliers, a souligné Didier Boudimbou, ministre des Hydrocarbures. Il s'y est dénoté que, pour des raisons évidentes à l'attention des bénéficiaires des autorisations ou des permis de transport-stockage, une obligation leur est faite de transmettre mensuellement à l'administration centrale et aux divisions provinciales des hydrocarbures les statistiques des volumes des différents produits pétroliers. Une manipulation conformément aux dispositions de la législation des hydrocarbures. Les transports des produits pétroliers ne disposant pas d'une fiche de contrôle technique fiable et valide dûment délivrée par les services habilités, conformément à la législation en la matière, est lui aussi interdit. La 3e vague tend déjà à sa fin. Pour le professeur Mouyembe, il est toujours important d'observer les gestes barrières. La 3e vague est derrière nous et la situation est sous contrôle ici à Kinshasa et progressivement également en province. Cette période de silence que nous observons doit nous préparer à faire face à une 4e vague éventuelle. Pour éviter cela, nous devons vraiment continuer à observer les gestes barrières et également nous invitons donc la population à accepter la vaccination. Pour une meilleure couverture vaccinale, le secrétariat technique des ripostes a décidé avec les programmes élargis de vaccination des vaccinés et ceux qui l'ont déjà fait et ceux pour qui c'est une première. Les gens viennent pour recevoir le vaccin, mais on leur dit que ce vaccin, c'était prévu pour ceux qui devaient recevoir leur 2e dose. Mais nous nous rendons compte que les gens se déplacent, ils arrivent aussi de vaccination et puis on les refoule. Et c'est comme ça qu'avec le programme élargi de vaccination, nous avons donc décidé de pouvoir élargir cette vaccination à tout le monde. Ceux qui ont reçu la première dose et ceux qui n'ont jamais reçu le vaccin. Les coordonnateurs techniques des ripostes contre la Covid-19 affirment que d'après plusieurs laboratoires, 2 doses suffisent généralement pour acquérir une certaine immunité contre la maladie. Le producteur avait prévu seulement 2 doses. Et donc ces 2 doses-là suffisent pour donner l'immunité solide à celui ou à celle qui le reçoit. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe rassure également que le premier lot des vaccins qui sera épuisé aux environs du 15 septembre sera bientôt remplacé par d'autres lots. Et il profite de l'occasion pour rappeler que les personnes âgées constituent la cible prioritaire car elles sont plus touchées et plus vulnérables à la pandémie que les jeunes qui, eux, sont plus résistants au virus. Les gens qui ne se sont pas retrouvés dans le régime actuel inventent n'importe quoi pour chercher toujours à salir. Les politiques véreux avaient tellement abouti la population que lorsqu'on présente des choses, les gens sont prêts à croire. On nous a montré une image ici, les dimanches derniers, soit disant que c'était Matata Pogno qui était à l'aéroport. Alors que c'est pas Matata. Mais les gens ont cru à ça. C'est pour vous dire que les gens racontent n'importe quoi. Je suis un opérateur économique. Je suis dans les circuits des mouvements de voyage et tout. Je vous confirme qu'il y a eu rabais du prix des billets d'avion. J'ai moi-même envoyé les membres de la GCN à l'intérieur pour aller redynamiser les activités. J'ai acheté les billets moins chers que ce qu'il y avait avant. Nous, on n'est pas là que pour parler des biens. Quand il y a aussi des choses à critiquer, on va les lire. Ce qui est vrai que concernant les frais pour les cargos, là, on n'a pas encore touché. Les prix restent le même. De ce côté, on n'a pas encore touché. Mais concernant les prix des surgelés, je crois à l'action du gouvernement des Warriors. Ils sont en train de faire leurs preuves. Le bilan pour leurs premiers 100 jours est positif. Parce qu'il
Nous savons dans quel état les gouvernements Ilunga Kamba avaient laissé la situation. C'est difficile, mais ils sont en train d'avancer. Il faut les encourager, il faut les féliciter. En commençant par M. Youma lui-même. C'est un kabiliste. Il y en a qui sont devenus investisseurs et opérateurs économiques grâce à Joseph Kabila. Alors, ils voient aujourd'hui leur patron hors circuit. On est humain, donc c'est pas facile. Donc c'est question que les warriors tiennent, qu'ils essaient un peu de forcer. Moi je me dis, mais pourquoi pas aussi le gouvernement peut par lui-même prendre l'initiative de faire importer ces surgelés. C'est aussi une option. Imposer sur les marchés. Alors ceux-là qui ne veulent pas vendre moins cher ou vendre au prix qu'il faut, alors se verront obligés de liquider leurs histoires, peut-être encore à moins que ce que le gouvernement va proposer. Patrick Eyalé, vous avez suivi le ministre des Hydrocarbures, a pris 4 mesures qui semblent être importantes, notamment l'interdiction de transport du pétrole dans des flux d'une province vers une autre, mais également la circulation des véhicules sans identification de l'entreprise. Comment trouvez-vous ces mesures? Non, ces mesures sont salutaires pour le secteur des hydrocarbures. Il y a pendant longtemps eu cette espèce de Far West, de No Man's Land, où les personnes qui agissent dans le secteur pétrolier, souvent dans l'informel, font n'importe quoi jusqu'à mettre la vie des gens en danger. On ne peut pas avoir dans les routes de Kinshasa, même du Congo, de produits pétroliers transportés sans indication. Dans des fûts. Dans des fûts, même avec les citernes appropriées. Mais il doit y avoir une indication, un lieu de provenance et là où vont se produire. Est-ce que le ministre va vraiment tenir jusqu'à la fin avec cette mesure? Parce que dans ce pays, on assiste à des décisions qui sont toujours prises par les autorités, mais dans la pratique, ça pose toujours problème. Tout justement, il faut arriver maintenant à faire véritablement cette rupture par rapport à ce que vous avez décrit. Il n'y a pas que cette mesure. Il y a aussi une autre mesure qui consiste à procéder aux tests de qualité des produits pétroliers qui sont vendus aux consommateurs dans les stations-service. Et ce test se fera chaque mois. Chaque mois? Chaque mois. Et comment le ministre va procéder? Il y a une équipe, c'est une brigade en fait, qui va commencer à pointer des stations. Ils ont, je dirais, une espèce de machine pour ce faire. Le nom est assez compliqué, spectrophomètre. Donc c'est cet outil qui juge de la qualité du produit. Et les stations-service, pas simplement à Kinshasa, on va étendre ça dans tout le Congo, seront contrôlées. Mais pourquoi seulement le faire après un mois? Dès lors que nous connaissons qu'il y a toujours ce mouvement qui se passe un peu de temps en temps, 2 jours après, 3 jours après. Pourquoi avoir choisi un mois? C'est pas également un danger? Non, parce qu'on ne peut pas aussi contrôler quotidiennement. Là, c'est impossible. C'est impossible parce que aussi, quand les stations reçoivent leurs produits, c'est pour un délai. Voyez-vous, ils ne coulent pas les produits pétroliers, gaz, essence qu'ils reçoivent en un jour. Ils ont un délai pour le faire. C'est-à-dire, on a tenu compte du délai de... Mais le délai, c'est pas un mois. Un mois, c'est trop. Non, non, un mois, c'est le temps qu'il faut pour qu'ils épuisent leur stock. Voilà, un autre dossier, vous avez suivi, c'est en rapport avec les prix de surgelés, les prix des billets, comme l'avait donc décidé le gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Les billets, vous avez suivi Camille Kalele qui a affirmé que réellement il y a baisse, mais là où ça pose problème, c'est du côté de surgelés. Il a fait une proposition. Pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas lui-même faire ses achats, acheter pour revendre et imposer ces prix? Je veux commencer d'abord par les prix de billets. Effectivement, les prix de billets sont vraiment effectifs, mais il y a une espèce d'entourloupe que font certains opérateurs
On parle maintenant de 5 kilos. Voilà, des 5 kilos c'est un problème. Qui a été revu, et des autres kilos en soute qui sont en train de faire vendre ou facturer aux passagers. Le ministre de l'économie, j'ai vu qu'il a pris encore ce dossier à bras-le-corps. Il a adressé un courrier aux opérateurs pour leur faire savoir que dans le consensus qui a été trouvé, nulle part il a été fait état de ce réajustement en termes de prix des bagages et autres. Je pense que dans les jours qui viennent, les opérateurs vont revenir dans le bon sens. Et en rapport avec le prix de surgelé? En rapport avec le prix de surgelé, là encore, le ministre doit... bon, je veux revenir sur la proposition que vous avez faite. Ce que les gens ne savent pas, ces opérateurs qui sont dans les surgelés, ils ont été sommés. Il y a un délai qui leur a été imparti. Il y a un délai. Attendez, si on arrive à échéance de ces délais, le gouvernement a dans ses prérogatives le pouvoir de réquisitionner, je dis bien réquisitionner, les stocks de tous ces importateurs. Ils le savent. Et le gouvernement n'hésitera pas à passer à l'action. Parce que ce que certaines personnes ne savent pas, c'est il y a des domaines comme le transport. C'est des domaines de service public. Normalement, l'État fait une dérogation au privé pour assurer un service que l'État ne peut pas faire tout seul. Donc, qui dit service public dit la mainmise quelque part de l'État. On ne peut pas laisser les opérateurs privés... C'est quand même désolant de voir ces bras de fer entre les opérateurs économiques et l'État congolais. C'est quand même une faiblesse aussi, non? Comment l'État congolais fait la montée jusqu'à ces niveaux? Non. Partout au monde, ceux qu'on les appelle le patronat, ils ont toujours dans le souci de se faire le beurre et l'argent du beurre. La décision qui a été prise, c'est pas une petite décision. C'est pas une petite décision. Vous avez des prix des cartons de poulet qui se vendent actuellement à 65, 70, 80 $, ça dépend de poids, mais qu'on a ramené, selon la décision qui a été prise, à 10, 15 $. Et pour le carton de le kilo de poisson, il a été fixé, je crois, à 1 point et quelques dollars. Mais la vérité, c'est que ces produits, par exemple, le carton de poulet, il l'a acheté à 3 $, là où ils vont acheter. Mais ils se sont habitués pendant très longtemps, à se faire des marges indues. Une situation qui a été bien entretenue. Bien entretenue parce que la plupart des personnes qui sont dans ces milieux, ils sont associés. Ils sont associés à des officiers de l'armée, à des apparatchiks de l'ancien régime. Une société même appartient, suivez mon regard. Donc, au-delà du combat économique... Que nous suivons votre regard. Ouais. Ils ont déjà suffisamment de problèmes. Je n'aimerais pas les citer encore dans ce problème, qui est un réel problème. Parce que nulle part au monde, à ma connaissance, j'ai vu des gens être présidents et après leur vie de président se lancer dans le commerce. Ils font dans les commerces des livres, ils font des biographies, ils donnent des conférences. Est-ce que vous avez des preuves, Patrick Iyalé? Mais vous n'avez jamais entendu, vous n'avez jamais entendu d'un parc privé qui appartient à un ancien président, où on a même amené nos ministres inaugurer une tyrolienne. Madame, monsieur le Président, vous n'avez pas entendu une société qui a même des bateaux de pêche qui appartient. Entendre ne veut pas dire que réellement c'est vrai, il faut avoir des preuves. Ah. Il faut avoir des preuves, Patrick Iyalé. Attendez. Un mot, hein, nous allons prendre le deuxième dossier. Un mot, vous avez juste une minute pour puisque vous nous demandez des preuves. Moi, j'aimerais que les véritables propriétaires de la société égale, que l'État nous dise. Parce que dans le mémorandum qui a été signé,
la société égale a refusé, a signé sous réserve, je vais être correct. C'est-à-dire signer sous réserve, c'est-à-dire émettre des réserves quant à la décision qui a été prise de la baisse de prix. C'est des sujets comme ça qui devraient occuper les débats. Mais on nous amène dans des sujets périphériques. Le gouvernement a pris la décision, a pris langue avec les opérateurs du monde qui œuvrent dans le secteur des surgelés. Pratiquement eux tous, de bonne ou de mauvaise foi, ont signé le mémorandum sur la société égale, dont je n'ai pas de preuve, comme vous le dites, à qui ça appartient. Mais j'aimerais maintenant, à travers cette émission, qu'on nous dise à qui appartient cette société congolaise, la seule d'ailleurs, mais qui a refusé, qui a signé sous réserve. Qui a refusé de signer. Et il a signé sous réserve. Il a signé sous réserve. Sous réserve. Dire qu'il n'approuvait pas cette décision de la baisse des prix. Mais l'entreprise a certainement ses raisons pour lesquelles elle n'a pas voulu signer. Non. Effectivement. Aucune raison valable ne peut être brandie sur la table pour empêcher la baisse de prix. Car il est de notoriété publique que les prix exercés ici au Congo sont, je dirais, largement au-dessus de ce qui doit être pratiqué. Merci Patrick. Prenons à présent ce deuxième dossier et on se retrouve après pour un autre débat. Selon Journalistes en danger, 92 cas de violation des droits des journalistes ont été recensés en 2021 contre 116 cas en 2020. En Ituri et au Nord Kivu, 2 provinces sous état de siège, des journalistes ont été tués et importés disparus. JED dénonce l'indifférence du gouvernement congolais. JED a été choqué de constater que le chef du gouvernement congolais qui a séjourné dans ces provinces n'a pas eu un seul mot de compassion ni à l'égard des journalistes qui ont été tués et de leurs familles, ni de condamnation pour les meurtres de ces journalistes. Et donc c'est ici l'occasion pour moi et pour JED de dénoncer avec force l'indifférence de nos plus hautes autorités face à la violence que subissent les journalistes et autres professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Journalistes en danger invite le gouvernement à briser le silence et à enquêter sur les tueries des journalistes. Pour stopper cette descente aux enfers, JED voudrait aujourd'hui lancer un vibrant appel au gouvernement de la République et à toutes les instances sécuritaires dans les provinces actuellement sous état de siège de briser le mur du silence qui entoure tous les cas graves d'atteinte à la liberté de la presse et au travail des journalistes et de mettre en place en toute urgence un mécanisme d'alerte rapide constitué notamment des magistrats spécialisés pour se saisir de tous les cas de menaces ou de meurtres des journalistes et d'engager des actions judiciaires qui s'imposent pour y mettre fin. Liberté de la presse. JED parle d'une hécatombe pour les journalistes et appelle à l'amélioration de leur situation sécuritaire qui ne fait que se dégrader dans les provinces sous état de siège. La pollution de la rivière Kassai à Chikapa a été un fait réel. Des poissons et des mammifères s'en sont morts, explique F. Bazaïba. Les premiers résultats, c'était la composition de quelques métaux, les métaux dans l'eau, nickel, fer. On a même vu des hydrocarbures dedans et tout. La vice-première ministre de l'Environnement soutient que la source de cette pollution a été localisée à Lunda, en Angola. Nous avons pu localiser que c'était à Lunda Sud, une usine qui est spécialisée en l'exploitation et extraction du diamant. Katoka, c'est la plus grande usine, entreprise d'exploitation des diamants en Angola. Alors, nous avons voulu envoyer les experts sur les lieux pour voir quelles seraient les matières qui étaient déversées dans l'eau, parce que c'est pratiquement de l'acide. Actuellement, avec la diplomatie congolaise, l'usine indexée a reconnu les faits, même si elle parle d'un accident avec le nettoyage de ces machines. Parmi les mesures les plus urgentes, c'était d'abord de saisir cette usine via la note verbale signée par le VPM
le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères via l'ambassade de l'Angola ici. Et une bonne chose est que on avait arrêté cela. Et en dernière nouvelle, il y a cette usine qui a reconnu, hein, n'est-ce pas, que ça venait de ces acides, et le gouvernement angolais l'a reconnu. Pour nous, nous pensons que c'est un grand pas pour aller vers la réparation. La réparation, c'est le stade actuel de l'affaire, mais les eaux, quant à elles, ont commencé à s'éclaircir. La population est invitée, par précaution, à ne pas en faire usage. Liberté de la presse en République démocratique du Congo. Certains journalistes soutiennent que le régime Tshisekedi petit à petit vers l'attitude de l'ancien régime face au travail que fait le journaliste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces professionnels des médias? Non, non, non. Il y a pas... Mais comment expliquer ça lorsque même GED vient de dénoncer l'indifférence du gouvernement face aux tueries enregistrées dans les provinces sous état de siège? Il n'y a pas commune mesure entre ce qui se fait actuellement dans l'espace médiatique et ce qu'on a subi ou on a vécu sous Kabila. Il faut nuancer. Il y a eu des journalistes qui sont morts, paix à leur âme, mais qui ne sont pas morts à cause de leur opinion. Ils ne sont pas morts à cause de leur, je dirais, profession. Ils sont victimes, ils ont été victimes de l'insécurité qui agit à l'est du pays, précisément dans les coins où il y a état de siège. Dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Voilà. On ne peut pas comparer l'assassinat, par exemple, de Frangiki, qui a été assassiné en compagnie de sa femme, parce que celui-ci menait une enquête contre le gouvernement de l'époque. On ne peut pas comparer cela avec l'assassinat, par exemple... Donc ces journalistes n'ont pas le droit de dire ça. En tout cas, ils auraient dû, à mon avis, nuancer leurs propos, demander plus de sécurité. Mais, à moins que on nous dise que les journalistes qui ont été assassinés à cause de leur ton, suite à un fait qu'ils auraient décrié, à cause de leur profession, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Mais je n'ai pas connaissance de ça. Je n'ai pas connaissance de ça. Peut-être que monsieur le président, notre président de GED a des informations que moi je n'ai pas. Mais si il s'avère que les journalistes qui ont perdu leur vie sont tombés comme les FRDC, comme certains Congolais, l'ont été à cause de leur opinion, suite à l'exercice de leur fonction. Croyez-moi, je dénonce cela sans embâche. Sans embâche. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que le gouvernement fasse un effort. Parce que dans ce coin de la République, je ne parle pas que pour les journalistes. Je parle pour nos compatriotes dont la vie est fauchée. Comme, je dirais, un peu comme si on fauchait la vie des bétails. Il faut que le gouvernement, à travers l'état de siège, redouble d'efforts. Parce que nous continuons à pleurer des morts. Il n'y a pas longtemps, les ADF ont encore fait une incursion où on a compté des morts. Donc moi je plaide pour plus de sécurité, tant pour les journalistes, les confrères journalistes, mais aussi pour toute la population. Mais vous vous demandez à ce que les gouvernements puissent recadrer le tir, mais il y a certaines personnes qui estiment que l'état de siège a montré ses limites. On doit lever cet état de siège et mettre en place d'autres mécanismes. Quel autre mécanisme? Le mécanisme prévu par la Constitution pour faire face à ce genre de problème, c'est l'état de siège. Qu'on nous dise, c'est bien beau de dire que l'état de siège aurait montré ses limites. Mais l'alternative, c'est quoi?
les gens ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas sincères. Comment ça? L'état de siège met en difficulté beaucoup d'opérations de mafia. Et ceux qui sont perdants dans les prises de décision des gouverneurs militaires, ce sont ces gens-là qui s'acharnent contre l'état de siège. Parce que les gouverneurs militaires qui sont en place ne gèrent pas que les coins dont ils sont gouverneurs en termes militaires. Les dossiers qui concernent les dossiers économiques sont aussi gérés par eux. Tous les dossiers. Les paiements des taxes sont gérés par l'administration, gérés par le gouverneur militaire. Et c'est ça qui pose problème. Ça gêne certaines personnes? Ça gêne beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Parce qu'il y avait une grande mafia dans les taxes que les administrations civiles percevaient ça et là. C'est ainsi qu'ils sont acharnés contre cet état de siège. Une autre question, c'est en rapport avec la pollution des eaux. J'ai vu un internaute qui m'a envoyé une question pour dire pourquoi aujourd'hui on ne ressent pas cet engouement, cet engagement lorsqu'il s'agissait de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Il dénonce un peu l'indifférence du gouvernement face à cette situation qui touche les Kasaï. D'abord, j'aimerais saluer l'initiative du ministre Mouyaya à travers cet exercice de redevabilité. Nous voyons les différents ministres qui passent. C'est qu'on n'avait jamais vu. Exactement. Dans le temps passé, Mende portait seul la charge. Il était lui-même porte-parole du gouvernement, porte-parole du président, porte-parole de la CENI, porte-parole de la police, porte-parole des militaires. Il était porte-parole de tout. Et même parfois de rien. Comment ça, de rien? Non, parce que Mende parfois nous avait habitués à prendre la parole à temps et à contre-temps. Voilà. Mais j'en profite pour dire que il compte parmi les gens qui me fascinaient. Sa verve oratoire m'a toujours fasciné. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais aujourd'hui, cet exercice où chaque ministre sectoriel... On a vu le ministre de la Justice, on a vu l'armée, on a vu la police. De la santé, face aux journalistes, répond de ce qui est de sa responsabilité. Je pense que c'est quelque chose de positif à signaler. Répondez maintenant à la question de l'internaute. Oui, je pense que cet internaute n'a pas tort. Je pense que cet internaute n'a pas tort. Je subis ça aussi un peu, pas un peu, je subis ça comme une espèce d'injustice. Cette faible mobilisation qu'on a constatée autour de ce drame. C'est un drame. Qui a déjà causé des morts. C'est un drame qui va laisser aussi des traces. Ce n'est pas demain la veille que ces eaux vont recouvrer, je dirais, leur pureté, entre guillemets. Je pense mais l'auteur aujourd'hui vient d'être identifié. Vous avez suivi, c'est en Angola. Là encore, il faudra que notre gouvernement ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ne se laisse pas marcher sur les pieds. Est-ce que les victimes vont réellement trouver gain de cause? Il faut que les victimes trouvent gain de cause. Il le faut. Parce que cette pollution va empêcher aux riverains même de quoi se nourrir. Parce que les poissons sont pollués. Et ça peut prendre une décennie comme ça pour que la vie sous-marine je dirais reprenne. Non, ce n'est pas une petite calamité. Mais on a l'impression que le dossier n'est pas traité en urgence. Absolument. Et je condamne cela. Je condamne cela. Je n'ai pas vu le déploiement qu'il y a eu, un peu comme on a, pas un peu comme on a vu, pas une fois, mais 2 ou 3 fois. On a vu la délégation, une forte délégation gouvernementale aller à Goma.
La population s'attendait peut-être qu'on dise oui, on a trouvé un terrain d'entente avec cette entreprise qui a décidé au moins demain déjà les populations devraient bénéficier, mais dans la communication de la ministre, vice-premier ministre de l'Environnement dit on est en pourparlers. On dirait que ça... Non, mais il faut aussi un peu calmer les esprits. Ça ne se passe pas comme si on allait marchander quelque chose au marché du coin. Ça se passe comment alors? Non, mais il y a des étapes à faire. On doit évaluer. On doit attendre une année, 2 ans, 3 ans, alors que les populations sont en train... Je ne peux pas subodorer sur le temps que ça peut faire, mais je sais que c'est pas une opération comme si quelqu'un allait acheter quelque chose au marché du coin. Non, on doit évaluer les dégâts. Voilà, il y a des commissions qui doivent être mises en place. Là, je suis désolé, je sais que les sinistrés sont dans le besoin, mais les dommages qu'ils ont subis et qui demandent réparation, qu'ils aient un peu de la patience, c'est des démarches qui parfois prennent du temps. Ok, prenons ce 3e dossier de la semaine et on se retrouve juste après. On se croirait dans un film américain. 2 jeeps de la police militaire, 2 autres avec les éléments de l'auditorat militaire et quelques agents du ministère de l'Urbanisme et Habitat se sont présentés à la résidence de John Numbi. Un armement lourd a été découvert. Cet arsenal a même d'équiper tout un bataillon, comme on voit dans ces images. Pour rappel, le général de l'armée habitait à la maison sur l'avenue des Orangers dans la commune de la Gombe. Il s'est installé dès son arrivée en 1997 à Kinshasa après la prise du pouvoir par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. John Numbi est cité dans l'affaire de l'assassinat en 2010 des activistes de droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Il reste un fugitif recherché par la justice congolaise. La question a été soulevée par rapport à l'affaire Matata Ponyo. Alors que les procureurs, près la Cour constitutionnelle, renvoient Matata à la Cour pour fixation de procès, les proches de Matata dénoncent ce qu'ils qualifient de vice de procédure. Pour eux, Matata Ponyo n'a jamais été entendu par le parquet. Que c'est faux, rétorque la ministre de la Justice. Matata Ponyo a bel et bien été entendu sur l'affaire Boukangalonzo plus d'une fois. Par rapport au dossier Matata Ponyo, il s'est rendu, à ce que je sache, au niveau de la cour, du parquet près de la Cour constitutionnelle. Effectivement, on l'a entendu. Et je sais qu'on l'a entendu une 2e fois. En dehors du dossier de la zarianisation, il y a eu un 2e dossier, maintenant sur Boukangalonzo. Et que, étant là devant le magistrat, on l'a entendu. Voyons voir la procédure. On n'a pas encore, c'est encore au niveau préjuridictionnel. Je ne connais pas les détails, ce n'est pas ça le rôle, moi, en tant que ministre de la Justice. J'attends à ce que, si les enquêtes se terminent, si le dossier est fixé, que je sois informé du détail de ces dossiers-là. La justice, sous Fachi, serait-elle à double vitesse? Rose Mutombo répond par la négative. Moi, je crois qu'il faut que les gens acceptent qu'il y a un changement dans ce pays. Une justice à double vitesse, je ne sais pas. Le petit peuple, vous ne le connaissez pas. Mais quand on poursuit les grands, entre guillemets, tout le monde élève la voix. Finalement, on doit se demander que veut la population congolaise. La ministre de la Justice soutient qu'il y a actuellement un changement dans l'administration de la justice que la population devrait reconnaître. Découverte dans la résidence privée de John Numbi, un ancien proche de l'ancien régime, Patrick Eyalé, n'est-ce pas là question pour nous de parler d'un coup d'État en gestation? Bon, je ne sais pas s'il préparait un coup d'État,
Mais j'ai lu quand même certaines réactions de certaines personnes qui estiment que ce serait un montage. Un montage? Oui. Parce on a retrouvé même des dossiers de certaines personnes dans cette résidence. Exactement. Ils ont dit que c'était un montage, ils ont fait allusion à l'histoire du révérend Coutinho. Ça m'a fait doucement rire. Ça m'a fait vraiment doucement rire. Cette information, moi, je l'ai lue pour la première fois dans le site de RFI. Et on sait que RFI n'est pas réputé être un média proche de ce gouvernement. Bien souvent, d'ailleurs, RFI, à travers sa correspondante Sonia Rollet, s'est souvent montré un commandant face au gouvernement. Et je ne vois pas l'intérêt de RFI, un média, comme je le dirais, je ne dirais pas qu'il est hostile, mais qui n'est pas proche de ce gouvernement, relayer une telle information. Et quand je dis cela, ce n'est pas l'information que certaines personnes ont dans leur habitude qu'ils ont développée de fabriquer des informations, des fake news, où on a vu un journal Z, je ne sais pas quoi, un hebdomadaire allemand, on a fabriqué une information, on a mis à la place publique. Non, cette information est passée sur RFI. Mais on a vu dans les images les photos sans vie de Chebea et de son chauffeur. Donc on veut nous faire croire que ceux qui ont monté, c'est eux qui avaient prétendument assassiné ces gens, qu'ils gardaient en devers eux ces photos, qu'ils ont entendu ce moment. Sensible. Voilà, qu'ils ont entendu ce moment pour aller glisser cela chez Numbi et lui faire porter le chapeau. À cela s'ajoute une morgue. Il ne faut pas, parce qu'un leader, dans une interview qu'il a donnée, où il a dit que M. Numbi était quelqu'un de valeureux et qu'il aurait rendu des loyaux services à la République, que les partisans de ce leader se sont obligés de soutenir aujourd'hui l'insoutenable. Patrick, c'est pas également, comme le disait un monsieur, qui me disait c'est une stratégie mise en place par l'actuel régime, le régime de Félix Tshisekedi, pour en finir avec tous les proches de l'ancien régime. Vous savez, je vais remonter vers le temps. Vous savez, quand l'AFDEL venait vers Kinshasa, beaucoup de dignitaires de l'époque avaient une espèce, je dirais, de doute que le régime était vraiment en train de changer. Le feu Kongolo, il a traversé, je dirais, un jour avant l'entrée, si pas le même jour. Beaucoup de dignitaires n'en croyaient pas leurs yeux, n'en croyaient pas leurs oreilles. Rappelez-vous la scène du ministre de la Justice. Vous n'allez pas nous intimider. Ils sont montés sur la chaise, ils ont fait un peu les clowns là. Donc c'est-à-dire... Là c'est lors du mariage FCC Cash. Non, quand on a fait passer 24 heures au Bougne, le ministre de la Justice. C'est la coalition FCC Cash. Oui, pendant la coalition. Voilà. Tunda, si je ne me trouve pas. Tunda, voilà. Il est déjà dans le passé. Ces gens avaient encore, dans leur illusion, ils pensaient qu'ils avaient encore le contrôle des choses. À telle enseigne que vous vous souvenez de ce que disait Tunda, Nabengi Yemei. Et rappelez-vous, ce fameux général, valeureux général, comme un certain leader l'a dit, il a dit face aux jeunes Katangais qu'il n'était pas un agneau. Qu'il n'était pas un agneau. C'est-à-dire ceci, pour ceux qui sont en train de douter, même pour ceux qui se posaient la question de savoir pourquoi le président prenait souvent le temps, pourquoi il ne rompait pas directement. Vous avez demandé s'il préparait un coup d'État. Mais qui a oublié de sitôt que beaucoup de gens ne donnaient pas 6 mois, 1 année,
au président actuel. Mais vous pensez... Si réellement il y a un coup d'État en gestation, ça va profiter à qui? Non, c'est-à-dire, il y a des gens qui étaient prêts et qui se tenaient prêts pour toute éventualité. Ils attendaient peut-être un ordre. Vous vous mettez dans cette perspective. Donc, il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais non, comment il a pu partir et laisser ça? Non. Patrick, ma question est de savoir à qui profiterait coup d'État si réellement il y a ces coups d'État-là en gestation. Au jour d'aujourd'hui, il y a une conjonction de volonté de certaines mouvances et forces politiques qui estiment que la présence de Félix à la tête du pays constitue un danger pour eux. Et dans cette conjonction de volonté de forces politiques, on retrouve beaucoup de forces politiques. On retrouve la mouvance du FCC, on retrouve la mouvance de la Mouka, on retrouve aujourd'hui la mouvance de celui qui a appelé le général Numbi, quelqu'un de valeureux qui a rendu de fiers services, celui qui a appelé Ngoy Mulunda, quelqu'un de valeureux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Mais je ne dis pas qu'ils en sont les commanditaires. Vous avez demandé à qui profiterait les crimes. Le coup d'État, pour emprunter votre question. C'est-à-dire, il y a bien des gens, coup d'État ou pas, veulent voir le président actuel perdre son pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et il y a pour ce faire des gens qui étaient préparés ou qui se préparaient à cette éventualité, même militairement. Face à ces révélations-là, est-ce qu'aujourd'hui, la justice peut directement condamner John Numbi? Oui, il devra encore l'entendre. Imaginez-vous un instant que John Numbi soit encore au Katanga. Avec la déclaration que ce leader a fait. Il faut citer son nom, vous ne voulez pas parler de... Avec la déclaration que ce leader a fait. Lequel? Tonton, permettez-moi de citer, je citerai son nom. Avec la déclaration que ce leader a fait, vantant, louangeant, auréolant ce général, et que la justice lançait un mandat suite aux instructions qui ont été faites, suite aux découvertes qui ont été faites. Vous imaginez que la justice lance un mandat, que le général refuse, on envoie la justice militaire se saisir de lui, et que cela rencontre le soutien sans faille qu'il a bénéficié de la part de Moïse Katumbi. Vous imaginez ce que ça aurait pu produire. Vous imaginez. Parce qu'il a été peint et présenté comme une victime par M. Katumbi. Il a été peint et présenté comme quelqu'un qui aurait fait... Alors qu'on se rappelle qu'il avait demandé au régime Tshisekedi de finir dans les passés. Bien qu'aujourd'hui, il dit qu'il ne veut plus qu'on finisse dans les passés. Vous, même mon fils, qui n'a pas encore l'âge de développer un raisonnement assez poussé, pourra comprendre que c'est une contradiction. Et ce n'est pas une contradiction et une incohérence fortuite. Non. Il a, j'ai dit tout à l'heure, il y a une volonté, une conjonction. C'était ce qu'on appelle un appel de pied. Il y a un courant qui estime qu'il nous faille nous allier avec la mouvance kabiliste pour mettre fin au pouvoir actuel. C'est ainsi que même M. Moukebaye, que j'ai suivi, que je salue, a dit tout. Il s'adressait à leur parti. Il a dit tout sauf une alliance avec M. Kabila. Il est d'ensemble. Quand il a dit ça, il sait de quoi il parle. Il sait pourquoi il a alerté. Parce que la sortie médiatique de M. Katumbi n'était pas anodin. Mais quand vous dites encore que M. Ngoy Mulunda est valeureux, alors que vous-même, une autre incohérence, avez révélé qu'il y a eu des faux pénaltys,
Mais l'un des faux pénalty. Penalty. Mais l'un des faux pénalty. Qui en était l'un des architectes? N'est-ce pas, M. Ngoy Mulunda? Comment on dit une chose le matin, on n'arrive même pas au soir, on change déjà de langage. Tout ça... Que cache tout cela? Mais ceci te montre que le monsieur en question est prêt à tout, pour se défaire du pouvoir actuel dans sa quête de conquérir. Mais il est dans l'union sacrée. Est-ce qu'on peut donner aujourd'hui raison à ceux qui pensent que l'union sacrée est une cachette pour les ennemis du pays? Non, moi je n'aimerais pas utiliser des gros mots. Je ne suis pas habilité pour juger de qui est l'ennemi du pays ou pas. Mais je constate que M. Katumbi n'est pas en alliance avec M. Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'il fait alors dans l'union sacrée? Mais cette question, vous ferez mieux de la poser, les yeux dans les yeux, aux gens comme Salomon Kadela, comme Kamitatou, comme les autres sbires. Un mot sur le dossier Matata Mponyo. Les proches de Matata Mponyo parlent de vices de procédure et ce sont des allégations rejetées par la ministre de la Justice. Qui dit vrai? Si il est établi qu'il a été déjà entendu par le parquet près de la Cour constitutionnelle, il va de soi que le corps Matata est dans le dilatoire. Mais vous aurez sûrement remarqué que le corps Matata, depuis l'annonce des poursuites judiciaires contre Matata, mais est toujours dans les dilatoires. Comment ça? Est toujours dans les dilatoires. Alors que il avait dit qu'il revenait au pays pour affronter la justice. Pour affronter la justice. Mais il veut bien affronter la justice, mais que ça soit dans le respect des normes. Non, il ne faut pas qu'on nous trompe. Il ne veut pas affronter la justice. Vous pensez qu'il pouvait quitter là où il était pour rentrer au pays en homme libre et venir affronter la justice pour rien? Non, parce qu'il avait totale confiance en sa stratégie, laquelle stratégie consistait à se prémunir de ses immunités parlementaires. On parle d'une justice à double vitesse, mais on voit aujourd'hui un cadre de l'UDP, c'était Ngongo, qui est aujourd'hui en prison. Est-ce que réellement c'est une justice à double vitesse? Vous savez, il n'est pas aisé. Il n'est pas aisé, pas simplement ici au Congo, dans bien de pays en Afrique. La justice n'est pas totalement indépendante. Qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se trompe pas. La justice n'est pas indépendante. Dans bien de pays d'Afrique, la justice n'est pas totalement indépendante. Donc ceux qui parlent d'une justice indépendante, c'est un maquillage. Laissez-moi cheminer. Ok. Mais nous devons constater et saluer cette volonté de vouloir laisser la justice faire son travail, sans interférence. Pour moi, je dis que nous sommes dans la bonne direction. Si je regarde d'où l'on vient, si je regarde ce qui se fait ailleurs, il n'est pas évident de voir une personnalité du parti au pouvoir être inquiété et être mis en prison. Mais on parle d'un montage juste pour mettre la main sur les proches de l'ancien régime. Vous pensez que M. Eteni Longondo sacrifié serait... Les mots utilisés. Serait, je vais utiliser le mot du valeureux général, serait un douanier qui l'accepte, qu'on les traîne comme ça dans la boue pour porter des péchés qui ne sont pas les siens. Non. Et pour sauver le pouvoir, il peut aussi le faire, non? Mais ce monsieur a une femme, ce monsieur a des enfants, ce monsieur a de la famille. Vous pensez que l'indignité qui pèse sur lui aujourd'hui, qu'il est présenté comme étant un détourneur? Non, le mot détourneur, ça sonne bien, voleur. Vous pensez que ça fait, ça accommode là, sa femme, ses enfants? Ce monsieur sera marqué à vie dans l'histoire du pays, dans les prochains examens d'État. Ah, on posera la question.
On posera la question. C'est la culture générale. C'est déjà une proposition que vous êtes en train de faire à l'EPST? C'est la culture générale. Voyez-vous, mais dans un ton plus sérieux, vous pensez vraiment que cette personne est contente de se retrouver dans la position où elle se trouve aujourd'hui? Emprisonnée, privée de liberté, accusée d'avoir volé. Parce que quand on dit détourné, ça sonne un peu, voilà, façon. Voler. Non. Mais pour moi, tant qu'on y est, même si c'est du spectacle, je dis aux gens qui disent que c'est du spectacle, on a eu un pouvoir pendant 18 ans ici, où on avait aussi entendu parler des personnes qui auraient volé. Vous avez souvenir d'avoir vu un politicien détourneur être placé ne fût-ce que pendant 2 heures de temps, même pas en prison, dans un sous-siat. On le prend même dans un sous-siat, on dit, monsieur, on a appris que vous avez volé 32 millions qu'on aurait payé, hein, mettez-vous un peu à la disposition de cet OPJ, Vous l'avez entendu ici dans ce pays. Bien au contraire. Il y a des gens qui étaient appelés papa social, appelés satalaté. Donc on était face à des gens sur qui pesaient des soupçons. Parfois, ce n'était même pas de soupçons. C'était des choses avérées. Mais qu'on donnait des promotions qui passaient de ministre à président d'Assemblée nationale, de directeur de cabinet à ministre d'Intérieur. Qu'est-ce que vous voulez réellement dire à la population qui est en train de vous suivre tout en évoquant le nom papa social et autres? Je suis en train de dire qu'il y a vraiment une véritable rupture et que ce qui a été entamé par le concours aussi de l'IGF, aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres qui tremblent, qui ont peur d'être mis à nu. Non, qu'on ne trompe pas l'opinion. Merci. Je ne dirai pas que nous avons fait aujourd'hui à une justice parfaite. D'ailleurs, elle n'existe pas, ni en France, ni en Belgique, ni aux États-Unis. Mais moi, je constate et je salue ce que je peux appeler un début de commencement d'une justice équitable pour tous. Merci Patrick Eyalé. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dernier dossier et on se retrouve après pour l'actualité. On commence par l'activité numéro 1. Discussion entre parties prenantes et consensus autour des réformes institutionnelles. Deuxième activité, adoption de textes par le Parlement. Et après, on viendra au renouvellement du fichier électoral, c'est-à-dire identification et enrôlement des électeurs. La production du fichier brut, c'est au mois de septembre 2022. Le même mois de décembre, publication des statistiques des électeurs par entité électorale. Après, il faut publier les fichiers électoraux, le publier sur le site de la CENI pour que tout le monde le sache et même dans les journaux officiels. Il viendra la commande, la livraison et le déploiement des matériaux électoraux. Dimanche 22 octobre, je vous ai dit que ça tombait le 25, comme c'est un jour de semaine, on ramène ça au dimanche 22 octobre. Nous avons le scrutin combiné présidentiel, législatif national et provincial. La question que vous pourriez nous poser ou qui pourrait se poser, c'est celle de savoir pourquoi un projet de calendrier de la part de l'AMOCA. L'AMOCA s'est mué en organisation des luttes pour la défense, pour le respect de la Constitution, pour l'édification de l'état de droit, mais aussi pour mobiliser le peuple, pour que désormais les choix du peuple soient respectés. C'est par l'aéroport de Rome-Ciampino que le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé en terre italienne ce mercredi en fin d'après-midi. Un prélude à sa participation à la 47e édition du forum Ambrosetti organisé à Milan sur l'économie mondiale.
Établi depuis le XVIIe siècle à travers le Royaume Congo, les relations bilatérales italo-congolaises ont toujours été empreintes de respect et considération mutuelle. À l'étape de Milan, le président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine devra participer à la réflexion prospective des dirigeants du monde sur les thèmes le scénario d'aujourd'hui et de demain pour les stratégies concurrentielles. En tant que porte-voix du continent africain, le président de la RDC prépare aussi sa participation au sommet du G20, prévu au mois d'octobre prochain à Rome, la ville éternelle. Processus de désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Patrick Eyalé, vous suivez très bien de près cette situation. Quelle lecture peut-on aujourd'hui tirer de ce qui s'est passé entre les confessions religieuses autour de la désignation du successeur de Corneille Nangaa? J'ai suivi, pas avec attention, parce que je savais exactement ce qu'ils allaient déjà dire, mais j'ai été un peu... Je me suis posé la question. Quand M. Fayulu fait sa proposition, je ne sais pas si j'ai mal suivi, il dit que cette proposition devra être soumise à l'Assemblée nationale. Ce qui est fort logique. Et surtout qu'il est député lui-même. Mais n'est-ce pas cette même Assemblée nationale que son compère qualifie d'illégitime? La raison pour laquelle il a dit qu'il ne peut pas siéger, parce que cette Assemblée nationale est illégitime. Mais vous réfléchissez, vous faites des propositions à soumettre à une Assemblée que vous qualifiez d'illégitime. Je ne sais pas si c'est cohérent, mais je doute fort. C'est cohérent selon lui? La cohérence d'avoir subi quelques modifications depuis. Mais qu'à cela nous tienne, au jour d'aujourd'hui, les griefs portés par les deux confessions, les CC et la Senko, voilà, à l'endroit du candidat régulièrement élu par les 6 confessions, ont fondu comme neige sous le soleil. Ont fondu comme neige sous le soleil. J'étais en train d'ailleurs de faire une réflexion, parce que le seul grief aujourd'hui qui pèse encore, c'est que M. Didi Kadima serait proche du président de la République. Mais les CC et la Senko ont présenté des candidats. Un qui était candidat député pour le compte de la Mouka. L'autre qui est proche d'Ambongo. Ambongo qui est aussi des proches, dont ne fait pas partie le chef de l'État. Je répète. Ambongo a un candidat qui est proche de lui. Ambongo qui a aussi des proches. Et parmi ses proches, le chef de l'État ne compte pas parmi ses proches. Comment ça? C'est un fait qui ne demande pas débat. Donc, ça veut dire que l'argument présenté par les deux confessions, qui tend à dire on ne peut pas prendre celui-là parce qu'il est proche de celui-ci, au fait, en réalité, est un argument spécieux. Mais aujourd'hui, les deux confessions religieuses, la Senko et les CC, demandent aussi, confessions religieuses, de retirer les candidats présentés pour présenter d'autres candidats. Pourquoi ça bloque? Alors si ils peuvent encore présenter d'autres candidats. Mais pourquoi on devrait... Pour assurer la transparence des élections en 2023. Attendez. Donc la Senko et seule la Senko, la coalition Senko et seule la Senko et les CC détiennent en devers eux cette personnalité supposément de crédibilité irréprochable, immaculée. Le processus, non, la preuve est là. Permettez-moi. Donc ils ont à devers eux le nom de la personnalité supposément neutre, immaculée, irréprochable, qui n'est proche de personne sur ce bas monde. C'est ce que vous m'informez? C'est ce que vous me dites? Que eux, qui nous disent d'abord, qui nous présente d'abord ce nom-là, cette personne-là, qui n'a pas de proche, qui est immaculée, irréprochable, sur qui ne pèse
même pas un zeste, un chouïa de soupçon. Ou pour prendre ce concept-là, creux, vide, spécieux, qui ne veut rien dire, dépolitiser. Ça veut dire quoi? Si même, est-ce que vous savez que même les confessions religieuses, ils sont dans la politique, ils sont dans ce qu'on appelle la théocratie. Mais nous avons affaire à des politiciens. Nous avons affaire à des politiciens. Ils sont des pères des églises. Qui veulent le bien-être de leurs fidèles. Mais vous savez pourquoi en Occident... Ils portent le souci de la population, le social du peuple congolais. Vous savez pourquoi en Occident, dans les pays comme la France, on a interdit formellement aux prêtres de s'y mixer dans les choses politiques. Dans le temps, le roi consultait le cardinal. Il faut parfois s'inspirer des choses qui ont été faites par d'autres, se demander pourquoi ils l'ont fait et en prendre de la graine. Aujourd'hui, nous avons affaire à des politiciens qui sont en robe de soutane, mais qui demandent qu'on dépolitise une histoire hautement politique. Un peu de respect pour les clergés. Je suis réputé pour avoir des mots qui sont des serviteurs de Dieu. Non. Ils sont en politique. Non. Ils sont en politique. Bon, c'est dire qu'ils sont politiciens, c'est un manque de respect. J'assume ce manque de respect. Mais personne ne va me faire dire croire ici que nous avons affaire à des personnes qui sont apolitiques. Donc vous êtes d'accord de voir aujourd'hui le régime Tshisekedi faire le forcing pour imposer une personne qui sera facilement manipulable? Ce n'est pas faire... D'abord. Parce que déjà, vous le savez très bien, le PV sont approuvés par la commission paritaire, qui pour plusieurs, surtout la Mouka et Ensemble, c'est une commission qui était union sacrée. Vous savez, madame, d'abord celui qui tient les élections, ce n'est même pas le président Yasseni. C'est le secrétaire exécutif national. C'est lui le cerveau moteur. Le rôle qu'avait joué Malonda. C'est lui qui organise en réalité les élections. Au jour d'aujourd'hui... Et c'est le président qui va publier les résultats. Le président va publier les résultats que la scène va mettre à sa disposition. Il peut toutefois aussi influencer. Maintenant, si on était un peu plus malin, ils allaient demander à avoir l'œil sur celui qui sera le nouveau scène. Parce qu'en fait, c'est lui l'organisateur. Et c'est lui qui met à la disposition les données. Si on était encore... Si on ne faisait pas les choses simplement pour traîner les choses en longueur, je veux vous dire pourquoi il y a une espèce de convergence, de volonté à voir les choses traîner en longueur. Au fait, en réalité, ils savent que le problème, ce n'est pas des Nikadima. On peut prendre une autre personne, c'est pas le problème, c'est quoi alors? Les gens, d'un côté, il y a ceux qui veulent du dialogue. Pourquoi ils veulent du dialogue? Pour rabattre les cartes et permettre à d'autres forces politiques, à d'autres mouvements qui sont essoufflés, d'entrer dans le game. Parce que les élections coûtent cher. Alors excessivement cher. Vous savez, en 2018, le parti comme l'UDPS n'a pas pu aligner 500 candidats. Faute de moyens. Aucun parti, à l'exception de Moïse Katumbi, n'a pu aligner les candidats qu'il fallait. Là où le FCC a aligné 16 000 candidats. 16 000, je dis bien. Vous savez combien SID a aligné de candidats en 2018? Combien? C'est bien beau de parler. Vous savez combien? Matungulu SID avait aligné combien? 50 candidats. 50 ou 100, quelque chose comme ça. Alors qu'on sait... Alors qu'on sait que le vrai enjeu, le véritable enjeu, c'est le contrôle du Parlement. On l'a vu. Félix l'a vu à ses dépens. Comment il a perdu 2 ans parce qu'il ne contrôlait pas le Parlement. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont focus. Les gens. Le vrai enjeu, c'est les législatives. Et aujourd'hui, peu de partis sont prêts à aller aux élections, à aligner 500 candidats qui vont faire défiler, qui vont prendre en charge
Moi, j'ai connu un candidat... Avec ce manque de consensus autour de la désignation du président de la CENI, Patrick Eyalé, comment aujourd'hui faire pour que les élections de 2023 soient crédibles? Parce que déjà, ça bloque. Non, non. La question... comment aujourd'hui faire pour que ces élections soient réellement libres? Non. Est-ce qu'on parle du forcing? Non, déjà? la question devrait être quel mécanisme faire pour contrôler en amont et en aval? C'est ça la question. Y a-t-il possibilité pour les challengers qui soupçonnent le président actuel de monter une tricherie? Déjà, il y a un blocage. Il y a un blocage aujourd'hui. Permettez-moi de finir. Et en amont, déjà, on parle des élections qui ne seront pas libres. Comment aujourd'hui faire pour que toutes les parties prenantes soient rassurées qu'il y aura effectivement des élections libres et transparentes en 2023? Vous pensez vraiment qu'il y a des challengers qui iront aux élections en se disant et en disant à la population que toutes les conditions sont réunies pour que nous ayons des élections crédibles, libres et transparentes? Vous le pensez? Donc on nage dans les forcing? Non. On a d'un côté, et c'est de bonne guerre, c'est de bon droit, c'est la politique, ça a toujours fonctionné comme ça, des personnes qui usent de la mauvaise foi. L'UDPS a fait pareil, et eux, aujourd'hui, sont dans ce rôle. Qui va endosser la responsabilité si en 2023, il n'y a pas d'élections? On va commencer par les confessions religieuses, entre autres les CC. On va aussi enchaîner par ceux qui, je dirais, pour des raisons que j'ai dit tantôt, vouloir un dialogue, sont en train de contester inutilement les choix qui ont été faits en toute régularité. Quand je parle du choix, je parle du président de la CENI, mais pas que. C'est tout un bureau. Il y a le président, le vice-président, les questeurs, voilà. Avant de finir, parlons de ce dossier, ce communiqué de DATCO qui vient balayer les allégations de Lucha qui indexait la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. La question que l'opinion se pose, pourquoi ces communiqués attardés à venir? Que le communiqué tarde à venir, là n'est pas la question. Tout ce que l'opinion demande à la Lucha, qu'ils brandissent les preuves. On ne peut pas jeter en pâture une personne, une fondation, simplement par une phase lapidaire. Simplement, même si on devait vous prendre pour les saintes écritures, que vos allégations, vos évangiles, et que nous devrions dire Amen. Vous avez dit la vérité, la messe est dite. En un mot, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que la Lucha monte au créneau? Mais madame, la Lucha, qui était un mouvement, je dirais, qui a contribué à lutter. Qui continue à être un mouvement citoyen et qui lutte toujours. Moi, j'en doute. Moi, j'en doute. Et les faits sont en train de nous les démontrer. Vous avez vu quand on a parlé, quand M. Katumbi a parlé de John Numbi en termes de quelqu'un de valeureux. Vous avez lu une réaction de la Lucha condamnant cela. Mais qui ne sait pas qu'aujourd'hui, la Lucha est une appendice d'un mouvement. Comment ça? Politique. Alors qu'ils sont mouvement citoyen, ils ont contribué dans pas mal de choses dans ce pays. Je dis qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui, la Lucha est une appendice d'un homme politique. Donc, nous, tout ce que nous voulons, nous attendons, nous demandons à la Lucha, pour préserver le peu de crédibilité qui lui reste encore, de produire des preuves. Il y a plusieurs personnes. Comment est-ce qu'on peut seulement citer la première dame? On pouvait citer Patrick Eyalé, on pouvait citer d'autres fondations. Il y a plusieurs fondations. Pourquoi citer seulement la fondation de la première dame? Mais c'est clair, c'est dans le but de salir. C'est dans le but de salir. Et de se poser maintenant en victime. Vous avez, l'un d'eux a même tweeté que gagnerait Lucha en voulant salir la première dame. Au jour d'aujourd'hui,
au jour d'aujourd'hui, quelqu'un me disait, non, c'était une erreur que de mettre en prison les personnes qui ont fait ce tweet, voilà. Il a considéré que c'était une erreur. Mais cette information est passée sur RFI, est passée sur BBC, est passée dans beaucoup de médias. Ils ont eu de la publicité. Il y a des personnes qui vivent de la victimisation pour se faire de la publicité et pas que la publicité. Suivez mon regard. Et pas que la publicité. Pas de la publicité. C'est aujourd'hui, hein, c'est un peu comme la guerre. Diffamer pour se retrouver emprisonné, c'est aussi un business pour d'autres personnes. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais vous avez suivi le conseil de ministre où la ministre de portefeuille a annoncé que les entreprises publiques de l'État sont presque déficitaires et fortement endettées. Comment expliquer ça dans un pays où on a des richesses qui profitent à d'autres pays? En un mot, parce que c'est la fin. Je vais terminer ça avec une boutade. Quand on a tous vu les images de cette fameuse drogue hallucinante qu'on appelle Bombay, quelqu'un m'a fait rire pour dire « Ah, au Béritage Kabila Teke la Bissote. » Merci. Bombay. Merci. Et que dire alors de révélation des Akaj? Les 30 sociétés minières qui exerceraient illicitement et Akaj qui demandent au gouvernement d'ouvrir des enquêtes. Là où je suis surpris, je ne sais pas, je me demande si la maladie Alzheimer est en train de faire son bon nombre de chemin dans le chef de beaucoup de Congolais sans s'en rendre compte. J'ai entendu le président de la FEC condamner le fait qu'ils n'ont pas pu accéder à une mine. Albert Yuma. J'ai entendu le président de la FEC condamner cela. Je me suis demandé si la maladie d'Alzheimer n'était pas en train de frapper certaines personnes sans que nous nous en rendions compte. Madame, Messieurs, c'est complètement fini avec notre rendez-vous de ce jour. Merci à Patrick Eyalé d'être passé une fois de plus dans ce magazine Info 7. Est-ce que vous avez un mot à dire? Le mot de la fin, j'aimerais dire aux gens qui ont un problème personnel avec moi, cherchez-moi dans un débat. Je suis preneur. Voilà, merci. À tout instant. Et sur n'importe quel plateau. Pour débattre de tout ce que vous voulez. Mais les débats derrière la maison, des petites polémiques arrangées avec quelqu'un qui vous a donné un petit billet vert pour venir me masticoter, faut trouver mieux. Merci, Madame, Monsieur. Patrick Eyalé est un éditorialiste. Merci également à vous, Madame, Messieurs, de votre attention et surtout votre fidélité à votre magazine Info 7. La population congolaise veut bien voir aussi les politiques s'intéresser au social, notamment l'affaire RAM et d'autres questions d'actualité qui touchent les sociales, le prix de surgelé et le prix de billets, voire également les politiques. Prononcer là-dessus, c'est important pour la population. J'aurais bien voulu voir les parler, par exemple, de la baisse de prix de surgelé. Merci d'avoir suivi ce magazine. Info 7, votre magazine. Info 7, le magazine de Congo Web Télévision. Info 7, notre magazine. Au revoir.